Chers amis amateurs d'intelligence artificielle, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se plonger dans un sujet fondamental du machine learning, la différence entre les modèles paramétriques et non paramétriques. Peut-être que vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains algorithmes nécessitent un nombre fixe de paramètres, tandis que d'autres s'adaptent en fonction des données. Non. Eh ben, c'est probablement le signe d'une bonne santé mentale. Ah, bah c'est tout simplement une hallucination collective. Alors, préparez-vous à éclaircir ce mystère, car comprendre cette distinction est essentiel pour avoir une bonne vision du machine learning. Et si cette vidéo, elle vous étonne autant que moi quand j'ai découvert que mon frigo commandait de la glace sans mon autorisation, Ice cream! alors n'hésitez pas à appuyer doucement sur le bouton like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, à me laisser un petit commentaire. Alors installez-vous confortablement, attrapez votre boisson préférée, et c'est parti pour une nouvelle aventure dans le monde fascinant du machine learning. Imaginez une machine avec une entrée et une sortie, un peu comme une boîte noire. Sur le côté de cette machine, il y a des molettes que vous pouvez tourner pour changer son comportement. Ces molettes, elles représentent les paramètres du modèle. En tournant ces molettes, vous ajustez les paramètres et donc le comportement de la machine. Pour illustrer cela, prenons un exemple. Je passe une image de chien à la machine et elle me donne un résultat voiture. Je change les paramètres en tournant les modèles, je repasse la même image de chien et cette fois le résultat est différent, chien. Vous noterez que cette fois cette sortie est correcte. Cela montre que les paramètres influencent directement la sortie de la machine pour une même entrée. En machine learning, un modèle paramétrique est un modèle qui peut être entièrement décrit par un ensemble fini de paramètres. Ces paramètres sont généralement les coefficients d'une équation mathématique qui définit le modèle. Par exemple, considérons une équation simple de régression linéaire. Dans cette équation, y chapeau est la sortie prédite par le modèle, x est l'entrée et w0 et w1 sont les paramètres du modèle. En ajustant ces paramètres, nous changeons la relation entre l'entrée x et la sortie prédite y chapeau. Un graphique montrant une ligne droite dont la pente W1 et W0 le point d'intersection avec l'axe X, changeant en fonction des valeurs des paramètres, peut aider à visualiser cela. Mais comment peut-on trouver de bonnes valeurs pour les paramètres? C'est là qu'intervient l'algorithme d'apprentissage. L'algorithme d'apprentissage cherche à minimiser une fonction dite de perte, qui mesure la différence entre la sortie prédite par le modèle Y chapeau et la sortie attendue Y. On peut imaginer que la fonction de perte est comme une cible dans un jeu de fléchettes. Chaque prédiction que fait le modèle est une fléchette lancée vers la cible. Le centre de la cible représente la prédiction parfaite, où la sortie prédite correspond exactement à la sortie attendue. Le but de l'apprentissage est donc d'ajuster le modèle de manière à ce que ces prédictions, c'est-à-dire nos fléchettes, soient de plus en plus proches du centre de la cible. Plus les fléchettes se rapprochent du centre, plus la fonction de perte est faible, ce qui signifie que notre modèle fait de meilleures prédictions. Prenons un exemple de classification. Supposons que nous avons des images de chiens, de voitures et de fraises, avec leur annotation respective. Chaque image est étiquetée soit chien, soit voiture, soit fraise. Nous passons une image de chat à notre machine et elle prédit voiture. La fonction de perte quantifie cette erreur, c'est-à-dire la différence entre la sortie de la machine Y chapeau, c'est-à-dire voiture, et le résultat attendu Y, c'est-à-dire chien. Plus cette mesure est basse, proche de 0, plus la sortie de la machine est proche du résultat attendu. La fonction de perte est une fonction mathématique qui peut prendre différentes formes selon le problème. Par exemple, une fonction de perte bien connue est l'erreur quadratique moyenne, qui consiste à calculer la moyenne des carrés des différences entre les valeurs prédites, Y chapeau, et les valeurs réelles, Y. Décortiquons cette équation. L représente la perte totale. N, c'est tout simplement le nombre d'échantillons qu'il y a dans notre jeu de données. YI moins Y chapeau I, c'est tout simplement la différence entre ce qui est attendu et ce qu'on obtient en sortie de la machine. C'est donc l'erreur. On met cette erreur au carré et on les additionne, d'où le nom, l'erreur quadratique moyenne. Cette fonction de perte, elle va pénaliser plus les grandes erreurs, car les écarts sont élevés au carré. Le choix de la fonction de perte est crucial, car il influence la manière dont le modèle apprend. Il existe de nombreuses fonctions de perte et le choix de la fonction appropriée dépend du problème que l'on veut faire apprendre à la machine. L'algorithme d'apprentissage ajuste les paramètres du modèle pour minimiser cette fonction de perte. C'est un point qui est essentiel du design en machine learning.
Un exemple classique de modèle paramétrique est le neurone artificiel. Alors un petit point historique s'impose ici. Le concept de neurone artificiel a été introduit en 1943 par Warren McCulloch et Walter Pitts. Ils ont créé un modèle mathématique du neurone artificiel, posant ainsi les bases des réseaux de neurones artificiels. Le neurone artificiel calcule une somme pondérée de ses entrées, applique une fonction d'activation et produit une sortie. Voici par exemple l'équation du neurone artificiel. Décortiquons également cette équation. Y chapeau, c'est la sortie prédite par le neurone artificiel. Phi, c'est la fonction dite d'activation. On verra ça plus tard dans des vidéos plus avancées sur le deep learning et les réseaux de neurones artificiels. Mais pour l'instant, ce qui est important de retenir, c'est qu'elle introduit une non-linéarité. W0, c'est ce qu'on appelle un biais, c'est-à-dire un paramètre qui permet de décaler la fonction d'activation. Les autres W, WI, ce sont les paramètres qui sont associés à chaque entrée, XI, et les XI, c'est donc les entrées du neurone. En ajustant les poids, WI et le biais W0, le neurone change la manière dont il transforme les entrées en sorties. Ici, notre neurone artificiel, c'est notre machine du début, et puis les poids associés à chaque entrée, ce sont les molettes que l'on peut tourner pour changer le comportement de la machine. Par exemple, si nous augmentons le poids W1 associé à l'entrée X1, cette entrée aura plus d'impact sur la sortie Y chapeau. On peut donc voir les poids associés à chaque entrée, et qui sont les synapses dans le neurone biologique, comme la force, l'impact que va avoir cette entrée sur la sortie du modèle. Et cette force, elle peut être positive ou négative. La fonction d'activation, phi, ajoute de la complexité au modèle en introduisant de la non-linéarité, ce qui permet aux neurones de modéliser des relations plus complexes entre les entrées et la sortie. Contrairement aux modèles paramétriques, les modèles non paramétriques ne font pas d'hypothèse sur la forme spécifique de la fonction qui relie les variables d'entrée aux variables de sortie. Ils s'appuient directement sur les données pour faire des prédictions. Prenons l'exemple du K plus proche voisin, ou KNN. Lorsque nous voulons prédire la classe d'une nouvelle instance, le KNN fonctionne en calculant la distance entre la nouvelle instance A et chaque instance B du jeu de données. La distance euclidienne est une mesure qui est couramment utilisée pour calculer cette similarité. Vous la connaissez, vous l'avez probablement beaucoup étudiée à l'école. Mais il en existe en fait plein d'autres. La distance euclidienne est définie par l'équation suivante. Dans cette formule, D c'est donc la distance entre la nouvelle instance A et l'instance du jeu d'entraînement B. Contrairement à ce que vous avez peut-être vu en cours, ici on n'a pas seulement deux dimensions, mais on va donc appliquer cette distance à toutes les caractéristiques, toutes les features qui représentent les instances du jeu de données. Ici on pose n, le nombre total de caractéristiques du features qui représente donc ces instances. Une fois que nous avons calculé les distances entre cette nouvelle instance et toutes les instances du jeu d'entraînement, nous identifions les k instances avec la distance la plus faible, c'est-à-dire donc les k plus proches voisins. Pour prédire la classe de la nouvelle instance, nous regardons la classe la plus fréquente parmi ses voisins. C'est le principe de majorité, du vote majoritaire. Appliquons cela à un exemple concret donc avec le dataset Iris. Supposons que nous avons un nouveau point A à classer. Nous calculons la distance donc entre A et chaque instance B du jeu d'entraînement en utilisant la distance euclidienne. Cela nous permet d'identifier les trois plus proches voisins de A. Et comme nous utilisons 3 voisins, cela veut dire qu'on utilise l'algorithme du 3NN, une instance du KNN. Mais on aurait pu utiliser 4 voisins, 5 voisins, 10 voisins, et on verra plus tard l'importance du choix de cette variable. Pour l'instant, supposons que parmi ces voisins, 2 appartiennent à la classe Iris setosa et 1 à la classe Iris versicolor. Nous attribuons donc A à la classe Iris setosa car c'est la classe majoritaire parmi les voisins. Les modèles non paramétriques, comme le KNN, sont particulièrement utiles lorsque la relation entre les variables est complexe et difficile à modéliser, avec une fonction paramétrique simple. Cependant, les modèles non paramétriques ont des inconvénients. Le calcul des distances peut être coûteux pour de très grands jeux de données, car il faut calculer la distance entre la nouvelle instance et toutes les instances du jeu d'entraînement. Imaginez si vous avez un dataset de 100 millions, 200 millions, voire 1 milliard d'instances. De plus, il est nécessaire de conserver toutes les données du jeu d'entraînement, ce qui peut être problématique en termes de mémoire. En résumé, les modèles paramétriques sont comme des machines avec un nombre fixe de modèles qui changent leur comportement. Ils font des hypothèses sur la forme des données et utilisent un nombre fini de paramètres pour faire des prédictions. En choisissant un modèle paramétrique, nous introduisons ce qu'on appelle un prior.
c'est-à-dire un précédent. Cela signifie que dès le départ, nous faisons des suppositions sur la forme que la solution devrait prendre. Par exemple, en choisissant un modèle linéaire, nous partons du principe que les relations dans les données sont elles-mêmes linéaires. Ce précédent est ce qu'on appelle un biais d'induction. En d'autres termes, le modèle est biaisé dès le début pour privilégier certaines solutions plutôt que d'autres, en fonction des hypothèses que nous avons posées en choisissant la fonction mathématique. Cela peut être un avantage si nos hypothèses sont correctes, car le modèle peut apprendre plus rapidement et faire des prédictions plus précises avec moins de données. Mais si nos hypothèses sont fausses, le modèle aura du mal à bien s'adapter aux données. Les modèles non paramétriques, en revanche, sont des machines qui n'ont pas de molette fixe. Ils s'appuient sur l'ensemble des données pour faire des prédictions, sans faire d'hypothèse stricte sur la forme de la fonction. Et comprendre la différence entre ces deux types de modèles est crucial pour choisir le bon outil pour le bon problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. Surtout, n'oubliez pas de caresser délicatement le bouton like et de vous abonner pour ne manquer aucune prochaine vidéo de la série Machine Learning Masterclass. En attendant, portez-vous bien. Ciao. Au revoir.